Chapitre 3. La journée de travail. Aussitôt né, le capital éprouve le besoin de prendre de la nourriture pour se développer. Et le capitaliste, qui ne vit désormais que de la vie du capital, se préoccupe avec sollicitude des besoins de cet être devenu son cœur et son âme, et trouve le moyen de le satisfaire. Le premier moyen employé par le capitaliste dans l'intérêt de son capital, c'est la prolongation de la journée de travail. Assurément, la journée de travail a ses limites. D'abord, un jour ne se compose que de 24 heures. Puis, de ces 24 heures quotidiennes, il faut en déduire un certain nombre que l'ouvrier doit employer à satisfaire tous ses besoins physiques et moraux. Dormir, se nourrir, réparer ses forces, etc. Les variations possibles de la journée de travail ne dépassent donc pas le cercle fermé par les limites qu'imposent la nature et la société. Mais ces limites sont par elles-mêmes très élastiques et laissent la plus grande latitude. Ainsi trouvons-nous des journées de travail de 10, 12, 14, 16, 18 heures, c'est-à-dire autant de longueurs les plus diverses. Le capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur d'une journée. Il a acquis le droit de faire travailler pendant tout un jour le travailleur à son service. Mais qu'est-ce qu'un jour de travail ? Dans tous les cas, c'est quelque chose de moins long qu'un jour naturel. De combien ? Le capitaliste a sa manière de voir spéciale sur cette limite nécessaire de la journée de travail. Le temps pendant lequel l'ouvrier travaille et le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu'il a achetée. Si le salarié consomme pour lui-même son temps disponible, il vole le capitaliste. Le capitaliste appuie donc sur la loi de l'échange des marchandises. Il cherche, comme tout autre acheteur, à tirer de la valeur d'usage de sa marchandise le plus grand profit possible. Mais tout à coup, s'élève la voix du travailleur qui dit « La marchandise que je t'ai vendue se distingue de la foule des autres marchandises en ce que son usage crée de la valeur. Une valeur plus grande que celle que cette marchandise a coûté. C'est pour cette raison que tu l'as achetée. Ce qui pour toi apparaît comme une mise en valeur de capital est pour moi un excès de dépenses de force de travail. Toi et moi, nous ne connaissons sur le marché qu'une seule loi, celle de l'échange des marchandises. La consommation de la marchandise appartient non au vendeur qui cède, mais à l'acheteur qui l'acquiert. À toi donc appartient l'usage de ma force de travail journalière. Mais il faut qu'au moyen de son prix de vente journalier, je puisse chaque jour la reproduire pour la vendre à nouveau. Abstraction faite de l'usure naturelle par l'âge, etc., il faut que je reste capable de travailler demain comme aujourd'hui, dans les mêmes conditions morales, de force, de santé et d'entrain. Tu me prêches constamment l'évangile de l'épargne et de l'abstinence, fort bien. Je veux, en administrateur raisonnable et économe de mon unique fortune, la force de travail, l'économiser et m'abstenir de toute folle prodigalité. Je ne veux, chaque jour, en mettre en mouvement, en convertir en travail, que la quantité compatible avec sa durée normale et son développement régulier. Par une prolongation démesurée de la journée de travail, tu peux en un seul jour employer une plus grande quantité de ma force de travail que je ne puis en reproduire en 3 jours. Ce que tu gagnes ainsi en travail, tu le perds en substance de travail. Or, l'usage de ma force de travail et le vol de cette force sont deux choses très différentes. Si la période moyenne de la vie d'un ouvrier moyen soumis à une règle de travail raisonnable est de 30 ans, et que tu consommes en 10 ans ma force de travail, tu ne me payes qu'un tiers de sa valeur journalière. Tu me voles chaque jour les 2 tiers de ma marchandise. Tu payes une force de travail d'une journée, tandis que tu en consommes une de 3 journées. Je demande donc une journée de travail de longueur normale. Et je la demande sans faire appel à ton cœur, car dans les affaires d'argent, le sentiment n'a pas sa place. Tu peux être un bourgeois modèle, peut-être membre de la Société protectrice des animaux et par-dessus le marché, en odeur de sainteté. Mais la chose que tu représentes vis-à-vis de moi n'a point de cœur qui batte dans sa poitrine. Ce qui semble y palpiter, ce sont les battements de mon propre cœur. Je réclame la journée de travail normale, parce que je réclame la valeur de ma marchandise, comme tout autre vendeur. Comme on le voit, abstraction faite des bornes très élastiques, il n'y a rien dans la nature même de la loi de l'échange de marchandises qui impose une limite à la journée de travail, et par conséquent, une limite au surtravail. Le capitaliste ne fait qu'exercer son droit d'acheteur,
lorsqu'il cherche à prolonger le plus possible la journée de travail. Lors d'une journée de travail, il cherche à en faire 2. D'autre part, la nature spéciale de la marchandise vendue impose des bornes à la consommation par l'acheteur, et l'ouvrier ne fait qu'exercer son droit comme vendeur lorsqu'il veut restreindre la journée de travail à une durée normale déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l'un et l'autre portant également le sceau de la loi qui règle l'échange des marchandises. Entre 2 droits égaux, c'est la force qui décide. Comment agit la force qui aujourd'hui appartient tout au capital et fonctionne à son service? Les faits que nous allons exposer le diront. Les faits cités dans ce livre sont tous empruntés à l'Angleterre. Premièrement, parce que c'est le pays où la production capitaliste a atteint son maximum de développement, maximum vers lequel, du reste, tendent tous les pays civilisés. Et, en second lieu, parce que ce n'est qu'en Angleterre qu'il existe un matériel convenable de documents concernant les conditions de travail réunis par les soins de commissions gouvernementales régulières. Les modestes limites de cet abrégé ne permettront toutefois que la reproduction d'une petite partie seulement des riches matériaux recueillis par l'ouvrage de Marx. Voici quelques faits empruntés aux enquêtes faites en 1860 et 1863 dans l'industrie céramique. W. Wood, âgé de 9 ans, avait 7 ans et 10 mois quand il commença à travailler. Il travaillait tous les jours de la semaine, de 6 heures du matin à 9 heures du soir, soit 15 heures par jour. J. Murray, âgé de 12 ans, travaillait à porter les formes et à tourner la roue. Il commençait à travailler à 6 heures et quelquefois à 4 heures du matin, et son travail se prolongeait parfois jusqu'au lendemain. Et il n'était pas seul, mais en compagnie de 8 à 9 autres jeunes garçons qui étaient traités comme lui. Le médecin Charles Pearson a écrit ce qui suit à un commissaire du gouvernement. Je ne puis parler que d'après mes observations personnelles et non d'après la statistique, mais je certifie que j'ai été souvent révolté à la vue de ces pauvres enfants, dont la santé est sacrifiée pour satisfaire, par un travail excessif, la cupidité de leurs parents et de leurs patrons. Il énumère les causes des maladies des potiers et clôt sa liste par la cause principale, les longues heures de travail. Dans les manufactures d'allumettes, la moitié des travailleurs sont des enfants en dessous de 16 ans et des jeunes filles en dessous de 18. Cette industrie insalubre et répugnante a si mauvaise réputation que c'est seulement la partie la plus misérable de la population qui lui fournit des enfants. Parmi les témoins que le commissaire White a entendus en 1863, il en avait 260 au-dessous de 18 ans, 40 au-dessous de 10 ans, 10 n'avaient que 8 ans, et enfin 5 avaient 6 ans seulement. La journée de travail variait entre 12, 14, 15 heures. On travaille la nuit, les repas sont pris à des heures irrégulières, et presque toujours dans le local même de la fabrique, tout empesté de phosphore. Dans les fabriques de tapis, pendant la saison la plus active, d'octobre en avril, le travail dure presque sans interruption de 6 heures du matin à 10 heures du soir, et plus tard encore dans la nuit. Dans l'hiver de 1862, sur 19 jeunes filles, 6 durent quitter la fabrique par suite de maladies causées par l'excès de travail. Pour tenir les autres éveillés, on était obligé de les secouer. Les enfants étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient pas tenir les yeux ouverts. Un ouvrier déposa devant la commission d'enquête en ces termes. « Mon petit garçon que voici, j'avais coutume de le porter sur mon dos quand il avait 7 ans pour aller à la fabrique et revenir à cause de la neige. Il travaillait habituellement 16 heures. Bien souvent, je me suis agenouillé à côté de lui pour le faire manger pendant qu'il était à la machine parce qu'il ne devait pas l'abandonner ni interrompre son travail. » Vers la fin de juin 1863, les journalistes de Londres firent beaucoup de bruit à cause de la mort causée par simple excès de travail d'une modiste de 20 ans, employée dans la maison d'un fournisseur de la cour. Cette ouvrière, qui travaillait d'ordinaire 16h30 par jour, journée moyenne des modistes, avait dû, pour un bal de la cour, travailler exceptionnellement 26h30 sans interruption, avec 60 autres jeunes filles. Mais avant d'avoir pu achever sa tâche, elle était morte.
Le médecin, appelé trop tard à son lit de mort, déclara qu'elle était morte par suite de longues heures de travail dans un atelier trop plein et dans une chambre à coucher trop petite et sans ventilation. Dans un des quartiers les plus populeux de Londres, la mortalité annuelle des forgerons est de 31 pour 1000. Cette profession, qui en elle-même n'offre rien de nuisible à la santé, devient par la simple exagération du travail destructive de l'homme. Voilà comment le capital exploite et martyrise le travail. Celui-ci, après avoir beaucoup souffert, cherche à la fin à lui résister. Le travailleur se coalise et demande au pouvoir social la fixation d'une journée normale de travail. On comprend facilement ce qu'ils peuvent obtenir si on considère que la loi doit être faite et appliquée par ces mêmes capitalistes contre lesquels les ouvriers voudraient s'en prévaloir.